Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. L'état actuel de la côtière, bientôt un lointain souvenir. Le Premier ministre a procédé hier au lancement des travaux de rénovation de cette route. Elle relie les deux villes portuaires du pays. C'est à partir de San Pedro que Patrick Kachi a donné le premier coup de pioche. Les populations ont exprimé leur joie de voir enfin leur rêve longtemps caressé devenu une réalité. Rentrée scolaire 2021-2022, élèves, parents, enseignants et chefs d'établissement de nouveau au travail. Les collèges de proximité construits dans plusieurs localités rapprochent l'école des apprenants, ce qui apporte un nouveau souffle dans la région du Hambol. Les responsables locaux finalisent le dispositif et se fixent les objectifs pour un meilleur encadrement des enfants. Les initiatives se multiplient sur le chemin de la promotion des valeurs du vivre ensemble, les jeux d'alliance interethnique comme facteur de cohésion et de paix. La 5e édition de ce festival tenu à San Pedro, ville cosmopolite. Pendant 2 jours, les alliés ont fraternisé sur les bords des belles plages de la cité balnéaire. Et puis au Rwanda, le verdict dans l'affaire Paul Rosesabagina est prévu pour le 20 septembre. Cet opposant à Paul Kagame est devenu célèbre pour sauver plus d'1 millier de personnes lors du génocide jugé à Kigali pour terrorisme depuis février 2021. Il encourt la prison à perpétuité. Ses proches dénoncent un procès politique. D'abord, ce télégramme du président de la République adressé à son homologue algérien. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une grande affliction la nouvelle du décès survenu le vendredi 17 septembre 2021 à l'âge de 84 ans de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ainsi qu'en mon nom propre adresser à votre Excellence, au peuple et au gouvernement algérien, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État et de devoir qui a su apporter une contribution significative à la construction de l'Algérie moderne ainsi qu'à la restauration de la paix dans son pays. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, accueillir dans son immense paradis l'âme de ce digne fils de l'Algérie et de l'Afrique auquel il a tant donné. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République Côte d'Ivoire. Plus de 300 milliards de francs CFA d'investissement, 15 mois de travaux pour une côtière toute neuve. Hier, le Premier ministre Patrick Kachi a lancé les travaux de rénovation de cette importante route, 353 km, qui relie les deux poumons économiques du pays, Abidjan et San Pedro. Le reportage de Sidonie Davila. Ici, le premier coup de pioche du Premier ministre Patrick Kachi qui démarre les travaux de renforcement de la route nommée La Côtière, de Songon, Dabou, Grand Laou, en passant par Fresco et Sassandra jusqu'à San Pedro. Toutes les routes connaissent un état de dégradation remarquable. Dans seulement 15 mois, tout le tronçon sera renouvelé au grand bonheur des populations. Monsieur le Premier ministre, ils sont nombreux, les sceptiques qui ne croyaient plus à ce projet. Ce moment est donc tant attendu par l'ensemble des populations du littoral et l'ensemble des usagers de cette voie. Mesdames et messieurs, ces travaux permettront à terme d'offrir un total confort au transport des personnes et des marchandises dans toute cette zone hautement économique. C'est donc l'ensemble des premiers magistrats de ces différentes communes, Monsieur le Premier ministre, qui vous disent par ma modeste voix, merci. Ayoka. C'est aussi un ouf de soulagement et une fierté pour le ministre Philippe Légré, gouverneur du Bas-Sassandra, de voir la côtière désenclavée. Au nom des populations, comment ne pas dire ouf? Cette voie appelée la côtière, de façon sympathique, est le soubassement du développement économique, social, culturel et touristique de notre district. Pour votre permission, je vais faire un peu du coq à l'âne. Au niveau de Sassandra, nous demandons le CHR. Je ne saurais clore mes propos sans rendre encore un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République pour tous les actes posés en faveur des populations. Le tronçon de la route côtière de Songon à Grand-Béribi est long de 353 km. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier
Amédée Kouakou souligne l'impact considérable de ce projet majeur. Que le renforcement de la route Abidjan-San Pedro-Grand Bérébi va redynamiser l'axe Abidjan-San Pedro qui relie nos deux villes portuaires, améliorant ainsi le trafic entre nos deux ports. Il est à propos de noter aussi que cette route va prolonger le corridor routier Lagos-Abidjan jusqu'au Libéria, favorisant ainsi l'intégration économique régionale. Ce projet donc comprend en outre l'aménagement de 72 km de voirie au profit des villes traversées, ainsi que la réhabilitation de 5 ouvrages d'art. Il faudrait que je précise que le Premier ministre tient beaucoup au développement des villes secondaires. Donc ici, dans la ville de San Pedro, à travers ce projet, vous allez avoir 25 km de route bitumée dans votre ville. Le gouvernement entend achever ces travaux avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une compétition qui aura lieu en juin 2023 à San Pedro. Le Premier ministre, Patrick Achi, a donc donné des instructions fermes pour que les travaux s'achèvent en 15 mois. Oui, ce littoral sublime qui mêle l'émeraude étincelante des forêts et le saphir profond de l'océan aux étendues dorées des plages irréelles, ce littoral qui nous procure une indicible fierté, ce littoral unique et extraordinaire est au cœur de la stratégie de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement pour le développement touristique du pays. Le projet de réhabilitation de la côtière va ainsi permettre d'accélérer les investissements hôteliers internationaux réalisés ces dernières années dans les villes du littoral maritime, avec le potentiel pour ces zones de devenir le premier pôle de développement hôtelier, touristique et de loisirs de toute la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous dire, chers parents, que dans 15 mois s'étalera devant vous le tapis uniforme d'une route flambant neuve. Que dans 15 mois, les désagréments causés par l'état difficile de la route ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Que dans 15 mois, San Pedro sera à nouveau à 4 heures de route d'Abidjan. Que dans 15 mois, lorsque les matchs de la CAN se dérouleront, San Pedro sera prêt à la recevoir. Que dans 15 mois, l'axe économique et social majeur structurant du sud-est du district du Bassa-Sandra deviendra l'épine dorsale du deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Que dans 15 mois, le district deviendra la zone dont le potentiel économique sera le plus prometteur au cours des 10 prochaines années. 3 entreprises nationales et internationales sont retenues par l'État de Côte d'Ivoire pour reconstruire les différentes voies de la côtière pour un montant de 308 milliards de francs CFA. Et le gouvernement répond ainsi aux besoins des populations du Bassa-Sandra qui attendaient la réalisation de cette œuvre. Je vous propose de réaliser quelques réactions à présent. Passer par Kagnoa pour rejoindre Abidjan, c'était vraiment difficile. Superbe nouvelle pour nous les élus, les habitants de la région impactée. Nous louons cette initiative et nous disons merci au président et à son gouvernement d'avoir repris ces travaux. Et nous sommes là pour l'encourager et lui dire que nous sommes absolument heureux de cette nouvelle. Je crois que je suis, comme vous le dites, l'homme le plus heureux parce que mon rêve est, je considère, réalisé. Je ne cesserai jamais assez de le dire que le président Alassane Ouattara est un homme pragmatique. Et c'est ce pragmatisme-là que vous allez voir avec le lancement des travaux de cette côtière. Nous avons beaucoup souffert. Nos parents nous demandaient mais à quand, mais aujourd'hui c'est une réalité. On pense aujourd'hui que l'État de Côte d'Ivoire ne nous a pas oubliés. C'est une délivrance. Nous sortons aujourd'hui dans la misère. Si cette route-là est faite, la côtière est faite, la région est libérée.
Autre chose dans l'actualité, ouverture mardi dernier de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Kandia Camara est arrivé hier samedi à New York et a été accueillie par les agents de la mission permanente de la Côte d'Ivoire après l'ONU. Elle a eu immédiatement une séance de travail avec ses collaborateurs sur le programme de cette session, au cours de laquelle elle représentera le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Elle aura une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU et prendra la parole à la tribune des Nations Unies le 27 septembre. Notre envoyé spécial à New York, Michel Digré, nous fera vivre les temps forts de cette 76e session. Le ministre du Développement du secteur privé encourage la création d'un espace attractif. Emmanuel Essis était à la clôture de l'atelier de mise en réseau des agences de promotion des investissements. C'est un cadre communautaire de croissance des entreprises. Astou Touré d'Agnogo. Les directeurs généraux des représentants des agences de promotion des investissements du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Niger et de la Côte d'Ivoire, motivés à soutenir le développement des investissements et la croissance économique dans l'espace UEMOA. L'atelier se penche sur la mise en œuvre des démarches entreprises par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour accompagner les agences de promotion des investissements. Nous avons pu aborder un certain nombre de questions. Comment est-ce que ces agences sont créées? Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Quelles sont leurs activités pour, n'est-ce pas, assurer l'attrait des investisseurs? Et nous avons pu formuler un plan d'action qui devrait, n'est-ce pas, être exécuté sur 3 années, de 2021 à 2023. Et à partir de là, nous allons demander à ce que la Commission puisse valider ce plan d'action et les projets de textes qui vont être formulés pour que ce réseau se mette en place pour soutenir les investissements dans la sous-région. Emmanuel Esmel Essis, ministre de la promotion de l'investissement privé, a présidé la clôture de cet atelier. Pour le premier responsable de l'investissement privé en Côte d'Ivoire, ces démarches viennent à point nommé en termes d'organisation des ressources afin d'avoir un espace plus attractif pour attirer les investisseurs étrangers. Cette initiative du commissaire de l'UEMOA permettra aux agences de promotion de l'investissement de ces différents pays de mettre en commun leurs ressources et de pouvoir avoir un espace plus attractif par l'amélioration du climat des affaires, par la mise en place de réformes structurantes et structurelles, et de sorte à pouvoir permettre au secteur privé de s'exprimer et bien sûr attirer plus d'investissements directs étrangers. Il encourage la mise en place d'un secrétariat permanent du consultatif de cet atelier afin de poursuivre les actions à mettre en œuvre, d'en assurer la suivi et d'accélérer la réalisation des objectifs. L'investissement est au cœur de tout développement économique. Et cet espace de 8 pays qui ont en commun le franc CFA est un espace à économie très complémentaire. Donc, mais tout ensemble, pour pouvoir, dans nos diversités, mais trouver des compléments pour pouvoir apporter plus d'investissements directs étrangers dans nos pays est déterminant. L'atelier de mise en réseau des agences de promotion des investissements de l'espace UEMOA a duré 3 jours. On va parler à présent de l'intégration et le brassage des peuples dans la sous-région a un invité dans ce journal, le directeur général de la LONASID, Draman Koulibaly. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Frère. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de la tranche commune entente. C'est quoi la TCU? Oui, vous savez que le Conseil de l'entente, c'est l'une des plus vieilles, sinon la plus vieille institution africaine, sinon sous-régionale, qui a été mise en place sous l'initiative de feu le président Houphouët-Boigny. C'était en 1959. Donc, c'est dans le cadre de l'installation des outils d'animation de cette institution qu'est née la tranche commune entente, qui est un tirage concernant les jeux de grattage particulièrement, les produits de grattage, c'est-à-dire les tickets à gratter. Et donc la tranche commune entente accueille chaque année dans un des 5 régions qui constituent donc le Conseil de l'entente, le tirage. Donc comme c'est une institution d'intégration, c'est une institution d'animation sous-régionale, donc la Côte d'Ivoire, cette année, accueille le tirage de la tranche commune entente. C'est quoi sera à partir de 2 mai. De 2 mai, d'accord. Quel est le contenu? Quels sont les temps forts de ce programme?
Oui, demain déjà, nous avons la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de l'économie et des finances. Donc, le temps fort, c'est déjà lundi avec la cérémonie d'ouverture. Mercredi encore, il y aura un autre temps fort, ça sera la remise de l'œuvre sociale aux populations d'Abobo. Voilà, l'œuvre sociale. C'est quoi comme œuvre sociale? C'est-à-dire que les 5 pays du Conseil de l'Entente se mettent ensemble lors de ce tirage pour offrir à la communauté qui abrite le tirage une œuvre sociale qui peut être un centre de santé, qui peut être une école et qui peut être voilà, n'importe quoi. Mais cette année, c'est la commune d'Abobo qui va bénéficier d'un centre de santé voilà, financé par l'ensemble des pays membres de la communauté, des loteries, ceux de membres de la communauté du Conseil de l'Entente. D'accord, alors j'imagine pour terminer que vous attendez une large participation du public. Oui, une large participation du public, d'abord aux agents, même de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Je souhaite que les agents s'organisent pour exprimer un bon accueil à l'ensemble des participants, les directeurs généraux qui sont dans notre pays depuis hier pour certains et aujourd'hui pour d'autres. Et à l'endroit aussi des participants, nous souhaitons une forte implication de chacun, que ce soit les experts, que ce soit les directeurs généraux eux-mêmes, et aussi à l'ensemble des communautés d'Abobo qui reçoivent l'œuvre communautaire, voilà, qui sont bénéficiaires de cette œuvre-là, un accueil chaleureux. Je souhaite qu'au cours de cette semaine, tous démontrent que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Nous avons déjà cette réputation d'être un pays de dialogue, un pays de fraternité, un pays d'hospitalité. Et c'est l'occasion pour nous de prouver à tous que la Côte d'Ivoire demeure ce pays-là, l'hospitalité dont on a toujours parlé. Merci, monsieur le directeur général de la LUNASI, monsieur Nraban Coulibaly, d'être venu sur ce plateau pour nous parler de la tranche commune d'entente qui offre des lots gagnants, mais aussi la réalisation d'infrastructures sociales. Oui. Nous sommes dans la deuxième semaine de la rentrée scolaire. Les acteurs sont toujours actifs pour réussir l'année. Élèves, parents, enseignants et chefs d'établissement mettent le système en place. La région du Humboldt n'est pas en reste. Les collèges de proximité construits dans plusieurs localités rapprochent l'école des apprenants. Les responsables locaux s'activent et se fixent les objectifs pour un meilleur encadrement des enfants. C'est un nouveau souffle dans la région du Humboldt qu'on voit dans ce dossier avec Éric Goré. Dans la région du Humboldt, l'école pour tous est une priorité grâce à la synergie entre les collectivités et le système éducatif. L'école va vers les populations. Les collèges de proximité sont construits. Dans cette région, on en compte une vingtaine. Et cela pour donner la même chance à tous les enfants du Humboldt. Un dispositif encouragé par le sous-préfet de Sokalo, Sobara, dans le département de Dabakala. Ici, dans le département d'Abakala, et précisément dans la sous-préfecture de Sokala Sobara, au niveau des infrastructures scolaires, nous avons un collège de proximité qui a été créé en 2009 et ouvert en 2018. Kofi Kwaku est le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il salue également cette vision du gouvernement ivoirien qui a permis au conseil régional du Humboldt de prioriser dans ses projets les infrastructures scolaires. L'année dernière, par exemple, nous avons inauguré 3 collèges de proximité construits par le conseil régional. Et cette année, d'autres collèges sont encore en chantier. La demande de scolarisation est forte et nous avons, comme partout en Côte d'Ivoire, le problème de sureffectif dans les classes. Nous avons des effectifs pléthoriques. Les lycées et collèges qui sont là depuis sont un peu débordés. Et donc, les collèges de proximité viennent régler ce problème-là. Le président du conseil régional du Humboldt dévoile la stratégie qui permet à lui et son équipe de construire plusieurs collèges de proximité.
On s'est rendu compte que lorsque on mobilise 300-400 millions pour construire un collège de proximité, à base 3 ou à base 2, mais vous construisez 8 classes et le bâtiment administratif. Mais on s'est rendu compte que le collège de proximité, la 7e et la 8e classe, ne sont utilisées que 4 années après. C'est vous dire que quand vous construisez un bâtiment de 4 classes, 6e 1, 6e 2, 5e 1, 5e 2, la première année, c'est 2 classes qui sont utilisées. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Au lieu de mobiliser 300 millions pour construire un seul collège, nous avons fractionné et avec 100 millions, on construit déjà le bâtiment administratif, un bâtiment de 4 classes, les latrines pour les enseignants et le personnel administratif et les latrines pour les élèves. L'année suivante, on construit un autre bâtiment de 4 classes. L'année suivante, un autre bâtiment de 4 classes. Ça veut dire que dans notre programme triennal, nous investissons à raison de 27-28 millions chaque année, après avoir investi une première année 83 à 85 millions. De sorte que nous avons pu doter toutes les 19 sous-préfectures de collèges de proximité. Outre les infrastructures scolaires construites, la DRENA du Yambol veut se distinguer par la discipline de tous les élèves. Au cours de l'année scolaire qui vient de se terminer, nous n'avons enregistré aucun départ anticipé en congé dans la région du Yambol. Nous comptons continuer la sensibilisation pour que ce phénomène soit totalement, si vous voulez, éradiqué dans notre DREN. D'où un appel à tous ces écoliers. Donc je demande à mes enfants, à mes élèves, de travailler, de se mettre sérieusement au travail. Nous avons les mots d'ordre de notre nouveau ministre qui prône tous les jours l'excellence, la lutte contre la tricherie, et nous sommes résolument inscrits, n'est-ce pas, dans ce schéma-là. Et ce 13h, dans le cadre du Dimanche Magazine, Herman Guivet a reçu Noël Dibo, président du Conseil national des architectes d'intérieur. Quel est leur rôle dans l'embellissement des villes? La question au cœur des échanges. Je vous propose un extrait de leur entretien. L'architecte d'intérieur a cette capacité, en fonction de l'évolution de nos sociétés, l'évolution de notre mentalité, l'évolution de la culture, de créer un cadre de vie qui va s'adapter à nos réalités actuelles. Pour pouvoir même prendre une décision politique, pour pouvoir prendre une décision économique, il faut être dans un cadre agréable. Parce que l'environnement, c'est ce qui va déterminer ce que nous devions faire. C'est-à-dire comment tu te sens pour pouvoir prendre la décision. Aujourd'hui, même une décision stratégique, il faut être dans un environnement qui va correspondre. Pour prendre une décision, pour pouvoir avancer, que ce soit l'endroit où nous nous trouvons, si on vous met dans des conditions pas agréables, c'est tout à fait normal que vous allez prendre la mauvaise décision. Et ce qu'il convient de retenir, c'est qu'on peut compter sur vous justement pour contribuer à embellir les villes de Côte d'Ivoire. Il est primordial de composer avec ce professionnel qui est un des maillons des professionnels du bâtiment, parce que c'est tout un ensemble. Par exemple, au niveau des pharmacies, on a une nouvelle conception des pharmacies. Avant la pharmacie, il y avait un comptoir, il y avait le client, et il y avait c'est-à-dire le pharmacien et le client qui est supposé malade qui vient à la pharmacie. Mais aujourd'hui, on aménage les pharmacies comme un supermarché où chacun vient, il a des produits, il a des médicaments et qu'il peut choisir, accompagné d'un professionnel qui va l'indiquer. Et ça donne l'envie de venir dans cette pharmacie. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas du métier, qui se prétendent acheter d'intérieur. Donc, allez sur le site du Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire. À partir de là, vous aurez toutes les informations. Et dans l'actualité également ce dimanche, la Jeunesse unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire a effectué sa rentrée politique. C'était au Palais de la Culture de Treichville. L'organisation a rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement et de cohésion sociale. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix forme sa jeunesse. Une session de formation à l'intention de 300 jeunes pour renforcer leur engagement politique, promouvoir l'idéologie et la vision du RHDP,
comprendre la politique et identifier les défis du RHDP. Les frères et sœurs qui sont ici dans cette salle, quand ils doivent sortir, ils ressortent avec une autre appréhension de la pensée politique du RHDP et la pensée politique même en tant que structure devant participer à la mise en place d'un État. Nous, en tant que leaders de jeunesse, il est bon que nous puissions nous arrêter là, poursuivre la formation, ajouter à notre connaissance que nous avons sur le terrain. Nous voulons aujourd'hui un personnel politique de qualité qui ne combattra qu'à travers le verbe. Et c'est cela que le parti a décidé de faire en initiant ce programme de formation à l'attention des jeunes. Nous sommes encore satisfaits dans la mesure où les différents modules abordés véritablement permettront aux jeunes de réellement savoir ce que c'est que le RHDP, mais également ils auront les rudiments nécessaires pour toute leur carrière politique. Donc nous sommes très heureux de participer à cette formation qui nous a édifiés avec plusieurs thématiques et nous pensons que nous pourrons nous servir de ça dans le futur. Ce séminaire est une initiative conjointe de la direction exécutive adjointe en charge de la jeunesse du RHDP et la direction exécutive adjointe en charge de la formation et de l'Institut politique du RHDP. Au sorti de cette grande formation, nous attendons des jeunes bien formés, des jeunes militants qui seront aptes à appréhender la vision politique du RHDP et qui pourront, à travers eux, partager ce qu'ils ont appris au niveau de la base. Nos jeunes militants seront amenés à bien comprendre, à mieux cerner des concepts qui sont essentiels pour notre parti, tels que le fouettisme, cette politique humaniste qui constitue la philosophie et la source de la vision politique et sociale de notre parti, ainsi que le libéralisme qui constitue l'idéologie économique de notre parti. L'État, le parti et le militant, idéologie et vision du RHDP. Les défis du RHDP sont entre autres les modules au cœur de ce séminaire de formation des jeunes sur la pensée politique du RHDP. Vous l'avez certainement remarqué, c'était plutôt un reportage sur l'école politique du RHDP à l'endroit des jeunes de ce parti. Les Jeux d'Alliance interethnique comme facteur de cohésion et de paix, la 5e édition de ce festival tenu dans la ville portuaire de San Pedro, une ville cosmopolite. Pendant 2 jours, on va le voir, les alliés ont fraternisé sur le sable fin de la cité balnéaire. Le reportage de Sam Kona. Ils sont venus des 27 campements, entendez, villes du pays, pour créer un village et célébrer la cohésion sociale, le vivre ensemble, dans une Côte d'Ivoire fraternelle et unie, à l'occasion de la 5e édition du village des alliances interethniques à la place Saint-Pierre de San Pedro. C'est un village qui réunit tous les fils et les filles de ces pays dans leurs différences politiques, ethniques et religieuses. C'est dans cette diversité-là que nous avons décidé d'être unis pour la cohésion sociale, pour la réconciliation nationale. Et quand des alliés se retrouvent, voilà ce à quoi il faut s'attendre. Les guerriers sont nos esclaves. Ima, je suis guerrier 100%. Mon père est guerrier, ma mère est guerrier. Les Tagmana, les Sonoufo, les Gouro. Ils sont ici là. Ils sont ici là. C'est dans la voix, tu es de la c'est la reine qui parle, je suis la reine, c'est moi, Tagmana. Je suis guerrier. Mais voici, elle est belle parce qu'elle est à Caen. C'est son côté à Caen là, c'est ça qui est joli. Sur le côté c'est nouveau là. C'est parce qu'il y a côté c'est nouveau qu'elle est aussi jolie. Des mets de différentes ethnies concoctés et présentés lors d'un concours culinaire. Les villageois ont suivi avec beaucoup d'intérêt une conférence sur l'importance des Jeux d'alliance interethnique dans le processus de réconciliation nationale. Avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on a vraiment besoin d'alliés, on a besoin de se retrouver pour une belle Côte d'Ivoire. Et pour la cohésion sociale, nous avons une arme, c'est l'alliance ethnique. Toute personne qui a compris le bien fondé de l'alliance ethnique ne peut plus faire palabre avec son allié. Nous avons décidé que toutes les ethnies de Côte d'Ivoire soient alliées entre elles désormais dans la cohésion sociale. Au nom des Jeux d'alliance, c'est très important. Les Jeux des alliances interethniques, vraiment très important pour l'unité, pour la cohésion sociale, parce qu'elle favorise le rapprochement de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Le village des alliances interethniques, édition 2021, ce sont plus de 2000 participants.
Pour l'édition 2022, c'est le village de Bouaké qui a été retenu. Et on revient sur la rentrée politique de la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire. C'était au Palais de la Culture ce dimanche, un hommage rendu au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement et de cohésion. Abou Sanogo. La 4000 places du Palais de la Culture de Trècheville archi-comble. Les délégations sont venues des différentes communes du district d'Abidjan pour la rentrée politique de la JNC, la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, qui a, à travers ce grand rassemblement, tenu à rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement de la Côte d'Ivoire et surtout pour la promotion des jeunes. Chers amis jeunes, cette adhésion des Ivoiriennes et des Ivoiriens à la politique du président de la République tire sa source dans les actions qu'il pose depuis son accession à la magistrature suprême. Grâce à la vision et au leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui un véritable rayonnement international, symbole d'une renaissance pleine d'espérance. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous pouvez être fiers de votre président. En dehors du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, aucun président n'a réalisé ce que le président Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire. Une cérémonie d'hommage et de reconnaissance qui a vu la participation de plusieurs cadres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui ont invité les jeunes à rester unis derrière le chef de l'État, Alassane Ouattara. Votre mobilisation de ce matin est la preuve qu'Alassane Ouattara est assis sur un socle, est assis sur une fondation composée de la jeunesse. Merci au président de la République, merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Et merci à GNCI de continuer toujours à faire confiance au président de la République. Le ministre Kouadio Kouna Bertin, représentant le Premier ministre Patrick Hachi, a exhorté les jeunes à s'impliquer davantage dans le processus de réconciliation. La réconciliation nationale est gage de développement, de progrès et de prospérité. Notre pays est redevenu aujourd'hui l'une des économies les plus fortes du continent africain. De nouvelles infrastructures modernes sont réalisées sur l'ensemble du territoire. Les conditions de vie de nos concitoyens s'améliorent. Tout cela ne peut se poursuivre que si la Côte d'Ivoire est réconciliée et unie. Le président de la JNC, Abdoul Kader Sissé, entend parcourir les régions et contrées du pays à l'effet de remobiliser les militants du RHDP autour du président Alassane Ouattara. C'était un reportage de Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Dans le reste de l'actualité, comme tous les dimanches, on fait le tour de ce qui a marqué toute cette semaine d'informations. C'est dans le 7 sur 7 avec Abou Sanogo. Au moins 3 gendarmes ont été tués dimanche et plusieurs sont portés disparus lors d'une attaque de djihadistes présumés contre un convoi militaire dans l'est du Burkina Faso. L'attaque a eu lieu dimanche 12 septembre vers 13h près de Sakouani, une ville située sur la route Matiakwali-Kanchari, près de la frontière avec le Niger, alors que l'équipe assurait une mission d'escorte logistique pour la compagnie minière Bongo. En prélude à la mise en place des organes de transition en Guinée, les concertations sociopolitiques élargies entre la junte militaire au pouvoir et les acteurs guinéens ont débuté mardi au Palais du Peuple. Cette rencontre, selon Mamadi Doumbouya, vise à écouter les avis des leaders politiques et à recueillir leurs propositions et contributions pour la réussite de la transition dans l'intérêt du peuple. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a limogé le procureur Bedford Claude, car celui-ci le menaçait d'inculpation dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet dernier. Le chef du parquet du Port-au-Prince, la capitale, avait demandé dans la matinée au juge enquêtant sur le meurtre du président Jovenel Moïse d'inculper le Premier ministre en raison d'appels téléphoniques qu'il aurait eus avec l'un des présumés suspects dans l'affaire Bedford Claude. Le numéro 1 de l'organisation État islamique au Grand Sahara a été tué par les forces françaises. Adna Abou Walid al-Sarawi
était l'émir de ce groupe djihadiste considéré comme responsable de la plupart des attaques dans la zone des 3 frontières à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Un succès majeur a annoncé le président français Emmanuel Macron. L'ancien président algérien, chassé du pouvoir en 2019 après 20 ans à la tête de l'Algérie, s'est éteint vendredi à l'âge de 84 ans dans sa résidence médicalisée à Zeralda, à l'ouest d'Alger, où il vivait reclus depuis 2 ans. Abdelaziz Bouteflika, 7e président de la République démocratique et populaire d'Algérie, inhumé ce dimanche au carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger, réservé aux héros de la guerre d'indépendance, mais il n'aura pas droit aux mêmes honneurs que ses prédécesseurs. Au moins 2 personnes ont été tuées et 19 blessées dans plusieurs attentats à la bombe visant des véhicules des forces de sécurité des talibans à Jalalabad, la grande ville de l'est de l'Afghanistan, où se trouvent des rebelles du groupe État islamique. Il s'agit des premiers attentats meurtriers recensés depuis le départ des dernières troupes américaines du pays le 30 août dernier, après 20 ans de présence militaire. L'opposant Paul Rusesabagina attend le verdict dans son procès pour terrorisme ouvert en août 2020. Celui dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda en 2004 fait face à la justice de son pays qui l'accuse d'être le cerveau d'attaque menée par le Front de Libération Nationale, groupe rebelle considéré comme terroriste par Kigali. Des accusations réfutées par lui et sa famille. Aujourd'hui âgé de 67 ans, il encourt la prison à vie. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Et on se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Qui monte sur une termitière pour atteindre l'arbre au fruit ne dit point de mal des termites.